accepter que l'autre prenne un peu de place sur mon territoire ou accepter que justement le compromis, c'est parce que justement je me sens suffisamment en intimité avec moi-même et je me sens suffisamment tranquille avec moi et je ne me sens pas menacée par l'autre. Je crois que c'est ça qui est important, c'est travailler cette assise de manière à ce que je sois curieuse de la singularité de l'autre plutôt que je sente qu'il me menace. Vous en avez marre de vous disputer dans votre relation de couple, avec des collègues? Vous en avez marre de voir vos enfants se chamailler? Vous en avez marre des conflits? Moi, ça me hante. Comment faire pour se délivrer de ce qui nous rend la vie vraiment triste? Alors, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres, dont Foutez-vous la paix, Suis-je hypersensible, et le tout dernier, La magie de l'ordinaire, et puis le fondateur de Réseau, la principale école de méditation dans le monde francophone. Et pour comprendre ce que ces disputes veulent dire, quelle est leur fonction, comment faire qu'elle arrête de nous bouffer la vie, je reçois dans cet épisode Nicole Prieur, qui est une des plus grandes psychothérapeutes françaises, qui a formé un très grand nombre de psychothérapeutes et qui a un discours vraiment détonnant, libérateur, et qui va droit à l'essentiel. Vous allez voir, c'est sur Dialogue et c'est passionnant. Bonjour Nicole. Bonjour Fabrice. Alors tu as bientôt fêté les 55 ans d'anniversaire de mariage avec ton mari. Tu as l'air d'être une femme épanouie. Oui. Et tu écris un livre sur la dispute et tu montres l'importance de se disputer. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a pris et pourquoi s'engager à publier un livre qui montre que la dispute fait partie de l'existence? Oui. Alors peut-être que, et là tu parles déjà de mon mari, qui n'est pas là, mais qui est peut-être là dans mon cœur finalement, hein. Nous avons été très surpris, surtout lui qui reçoit des couples avant tout, nous avons été très surpris par l'augmentation de la demande des couples qui viennent, lors de la première consultation, demander finalement, on n'arrête pas de se disputer. On s'engueule, ce n'est pas supportable, arrêtons de nous disputer, aidez-nous à nous arrêter de nous disputer. Et finalement, on s'est dit, mais le but, ce n'est pas d'arrêter de se disputer, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière ces disputes-là. Et moi, en tant que thérapeute individuelle, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes enfants et j'ai envie de dire, je me suis aperçue que la question de la dispute est là présente dès le bac à sable ou dès qu'il y a un petit frère ou une petite sœur. Donc, il nous a semblé important de lever encore ce tabou par rapport à la question de la dispute et de dire, mais comprenons un peu plus ce qui se passe dans le processus de la dispute. On l'a considéré comme un véritable processus relationnel et qui permet finalement d'accorder et qui participe finalement, c'est une étape qui permet de participer à la bonne entente. Et c'est tout cela qu'on a voulu un petit peu mettre en évidence, que les cris de colère qu'on peut avoir à un moment donné peuvent se transformer en discussion vraiment nécessaire, importante, évolutive pour la qualité du lien. On a voulu transformer donc la dispute en discussion et du coup, on était allé aussi dans l'étymologie et l'étymologie de la dispute, c'est disputare, qui a donné aussi discuter. Donc, comment on passe de la dispute à la discussion, ça me semble être vraiment un art de la relation. Parce qu'en fait, ce que tu montres, l'enjeu du livre, c'est passer des engueulades stériles à une dispute qui permet de faire émerger des choses fondamentales. Tout à fait. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens, en s'opposant, en s'engueulant, se figent davantage, et que la question, par la dispute, c'est de retrouver un autre rapport. Tout à fait. Parce que, si tu veux, dans la dispute est vraiment l'expression d'un besoin de changement. On dit quelque part, stop, ça ne peut pas continuer comme ça.
On fera la différence avec le conflit, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, des disputes, c'est un cri du cœur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait des choses qui changent. Mais on a envie, on croit encore en cette relation. On a envie de l'améliorer. On pense à des progrès possibles. Mais on voit qu'il y a mes besoins, mes désirs, ma place ne sont pas reconnus suffisamment. Donc, derrière une dispute, il y a toujours un sentiment de frustration et une souffrance plus ou moins grande, mais qui s'exprime. Donc, quand les choses qui sont criées dans la dispute sont à entendre. Et sont à entendre et sont quelque part à décortiquer. Je crois qu'il faut, voilà, c'est effectivement l'idée du livre, dérouler, décortiquer ce qui se donne à entendre dans ces moments explosifs d'une dispute quand elle commence. Pourtant, on n'aime pas se disputer. C'est vrai. C'est une grande douleur. C'est vrai. Parce que se disputer, ça vient contrecarrer l'image d'une relation idéalisée, parfaite, qui coule constamment, lisse, etc. Mais c'est inexistant. Donc, au fond, tu montres qu'il y a un problème, c'est de se figer dans le conflit, et que Oui. la dispute l'évite. Tout à Mais fait. l'autre problème, c'est l'illusion d'une relation complètement... où il n'y aurait jamais de dispute, où on ne serait jamais d'accord. On a un peu cette vision que le couple idéal, et en plus on va voir qu'on ne parle pas que du couple, Oui, bien la sûr. relation idéale avec les autres, avec ses amis, avec sa famille. Avec ses collègues aussi. On a quand même cette illusion que la relation parfaite, c'est la relation dans laquelle on ne se dispute jamais. Et en fait, tu dis que ce n'est pas vrai. Non, mais je pense qu'il y a un désir d'une relation parfaite. Mais elle n'est pas possible. Si tu veux, l'autre, dans une relation, encore une fois, qu'elle soit amicale, amoureuse, fraternelle, enfin avec ses parents, ou même entre collègues, on attend toujours de l'autre beaucoup plus que ce qu'il est capable de nous donner, parce que on ne peut pas, nul ne peut répondre à la totalité de ce qu'on attend de lui. Donc, à mon sens, dans la relation interpersonnelle, il y a toujours un hiatus entre d'abord ce que je suis prête à donner à l'autre et entre ce que lui est prêt à m'offrir comme réponse à mes propres besoins. Et il y a toujours un décalage. Il y a toujours, ça ne peut pas exister. Quelque chose qui soit, j'ai envie de dire, à 100% cohérent et concordant. Il y a des mots, heureusement, si tu veux, une bonne relation, c'est une relation où justement ces moments de complicité, ces moments de bonne synchronicité, ces moments de bonne concordance ensemble entre mes besoins, les désirs de l'autre, etc., et qu'il y a un véritable partage, une bonne relation, c'est quand ces moments positifs sont plus nombreux, plus importants dans le temps que les autres. Et d'ailleurs, finalement, plus on savoure les moments où on s'entend bien, plus on pourra faire des disputes, des moments justement d'accordage et de bonne synchronisation avec l'autre. Donc tu es thérapeute, tu as formé même beaucoup de thérapeutes. Oui. Prenons on va prendre deux exemples. Allez. Il y a une mère de famille vient de voir, elle a 2 enfants, ils se disputent tout le temps, c'est l'enfer. Après, on prendra un couple. D'accord. Mais d'abord, comment t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu rentres dans cette situation de dispute infernale qui rend la vie de la famille difficile et la mère ne sait plus quoi faire avec ses 2 enfants qui se disputent? Tout à fait. Alors, c'est vrai que la relation fraternelle est une relation particulièrement intéressante parce que, en tant que parents, là, on suridéalise la relation de nos enfants. On a vraiment envie qu'ils ne se disputent pas et j'ai envie de dire, on a vraiment l'idéal pour une famille, c'est que les frères et sœurs s'entendent à 100% et non-stop. Mais c'est pas possible. Parce que, alors, donc, dans ces cas-là, je prends les 2 enfants, j'essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est difficile dans la présence de l'autre, et petit à petit, en dehors des parents,
parce que je crois que ce qui est difficile pour un lien, alors pour moi le lien fraternel se construit justement à partir d'une rivalité inévitable. Parce que le frère aîné vit quelque chose de la perte quand il voit apparaître un petit toun derrière lui, et le cadet a une expérience de manque quand l'aîné ne cesse de lui dire « c'était bien quand tu n'étais pas là, et quand j'ai connu, tu n'as pas connu les parents seuls, alors que moi je les ai connus, et j'ai le droit de lire plus tard que toi, j'ai le droit d'aller voir des copains. » Donc les petits-enfants, quand je les recevais, si je m'adressais au cadet, le cadet quelquefois me faisait un trait sur une feuille en me disant « tu vois, moi je suis né en 2003, mon frère est né en 2001, il me manque 2 ans. » Donc, si tu veux, il y a dans une relation fraternelle, il y a toujours un enjeu pour savoir quelle place je vais faire à l'autre. Est-ce que je vais continuer à exister pour mes parents? Comment je peux prendre la place de l'autre par rapport à mon frère, ma sœur qui veut me changer, qui veut me jeter de sa chambre, etc. C'est-à-dire que la relation, s'entendre dans une relation fraternelle, c'est accepter que l'expérience primaire de perte et de manque se transforme en positif. C'est-à-dire que pour l'aîné, il y a un sentiment de perte, pour le cadet, il y a un sentiment de manque. Il faut qu'il comprenne que cette perte et ce manque permet l'acceptation de cette perte et ce manque, permet de vivre quelque chose de l'ordre de la complicité, donc de la fraternité telle qu'on a envie que nos enfants le vivent. Mais il y a un switch, si tu veux, qui est important à vivre, et ce sont les parents qui vont permettre un petit peu ce passage d'un vécu négatif de manque et de perte à un passage positif. J'ai tout à gagner, même si j'ai, dans un premier temps, perdu un peu de ma place en tant qu'aîné, j'ai tout à gagner à m'entendre, parce que c'est formidable de pouvoir compter sur un frère, de pouvoir être complice d'un frère ou d'une sœur. Donc, il y a un travail. Et c'est quoi ce travail? Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Alors, les parents peuvent faire, je crois que, et là, quelquefois, quand je recevais, et j'ai fait récemment une conférence, et je l'ai intitulée « Est-ce que Abel et Caïn vivent-ils toujours parmi nous ?» Si tu veux, le premier crime fratricide, j'ai envie de dire psychiquement, il est toujours là dans l'inconscient des frères et des sœurs. C'est-à-dire que, et dans Abel et Caïn, alors, il y en a un qui va offrir quelque chose à Dieu, et les deux vont offrir quelque chose à Dieu, et finalement, Dieu n'accepte le cadeau que de l'un. Et du coup, Caïn, qui a été rejeté quelque part, va se jeter sur Abel et va le tuer. Mais il repart par jalousie. Parce qu'effectivement, il y a eu un acte de préférence. Dieu a choisi, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu a choisi le cadeau d'Abel et pas de Caïn. Et donc, Caïn va se jeter sur son frère et va le tuer. Mais Caïn, ensuite, repart dans ses travaux. Comme si son frère, comme si avoir un frère vivant ou mort était pareil pour lui. Et là, Dieu intervient. Dieu intervient et lui dit « tu vas être puni ». Tu vas être puni. Et donc Dieu marque quelque part une limite, et par la première loi, tu respecteras la vie de ton frère et de ta sœur. Et du coup, les parents, c'est ce qu'ils ont à faire aussi dans la relation fraternelle, où il y a donc un enjeu de gagner de la place, de gagner de la reconnaissance, d'attirer le regard des parents. Ils ont une chose à faire, c'est effectivement de poser la loi. Ton frère ou ta sœur peut-être te gêne, mais vous avez à partager un réel, vous avez à aller justement au-delà de vos disputes, et pour aller au-delà de vos disputes et comprendre comment la complicité est intéressante pour vous, c'est comme un contrat, on va dire ce qui appartient à l'autre, ce qui appartient à l'autre, et ce qui peut être partagé, c'est-à-dire que les parents instituent ce qui me semble être l'acte fondateur du fraternel, du lien fraternel, ils instituent le partage possible. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. Donc vraiment, au fond, ce que tu essayes de montrer, c'est dans une relation
entre frères ou entre frères et sœurs, Oui. les disputes sont inévitables. Elles participent d'une crise existentielle, disons dans mon langage, majeure et indispensable. C'est clair. C'est un traumatisme d'avoir un frère, de ne pas être le seul. Donc il y a quelque chose qui se joue là. Ça peut être transcendé dans le bonheur d'avoir un frère, mais il y a quelque chose comme une forme... on transcende parce qu'on a reconnu la dispute et qu'on l'a pas niée. Exactement. Et donc, les parents, s'ils veulent aider leurs enfants, c'est pas interdire la dispute, c'est donner la règle de la loi qui permettra de surmonter son agressivité, sa violence, sans dénier le ressenti de l'enfant. Parce qu'en mettant la loi, en disant « tu peux pas faire ça et tu peux faire ça », le parent ne dit pas « tu n'as pas le droit d'être en colère ». Si, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être blessé, mais voilà jusqu'où tu peux aller. Tout à fait. Donc on voit bien, disons, ce qui se joue et ce qui se noue et se dénoue dans ton analyse sur la dispute. Pourquoi tu dis souvent, quand tu diriges des sessions avec des thérapeutes, arrêtez avec votre psychologie? Parce que tu vois, tu as mis le mot existentiel. Pour moi, à la base, par exemple, de cette rivalité-là, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'existentiel qui se joue. Plus que de la psyché seulement, plus que de seulement le désir est vraiment important. Mais si tu veux, voilà. Donc ma formation de base est une formation de philo. J'ai longtemps côtoyé, été formée par François Roustan, un immense philosophe. Et pour moi, la philo. Alors évidemment, j'ai fait des études de psycho, mais la différence entre l'approche philosophique des processus humains, des processus relationnels et l'approche psychologique, c'est que la dimension psychologique de la relation nous permet vraiment de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que cette relation soit toujours vivante. La dimension de la vie traverse finalement ce souci existentiel propre, important pour les philosophes. Donc, dans une approche philosophique de la relation, les philosophes sont sensibles, à travers l'hypnose, c'est ça, à ce qui peut rester vivant, ce qui peut nous remettre en contact avec le vivant dans son ensemble. Alors que la psychologie, qui nous a permis de comprendre un certain nombre de choses intrapsychiques, de la psyché, etc., je ne jette pas l'éponge sur la psychologie, mais la psychologie nous contient, j'ai envie de dire, nous maintient dans ce territoire uniquement de la psyché. Alors que j'existe, moi, comme un animal. Et justement, quand on parlait des disputes des enfants, j'existe comme un animal, c'est-à-dire comme un être vivant qui appartient au monde des étoiles, qui qui aime respirer le parfum des mimosas, etc. Et je ne suis pas qu'une psyché. Ça veut dire quoi, une psyché ? Psyché, si tu veux, en tous les cas, dans le monde de la psychologie, c'est que quelque part, c'est un peu séparé du corps. La psyché, c'est vraiment tout ce qui est mental, tout ce qui est mentalisation, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est pensée. Alors bien sûr, on est des êtres de pensée, mais nous ne sommes pas que cela. Donc quand tu dis à tous les thérapeutes avec lesquels tu travailles, arrêtez d'être trop psy, ça veut dire arrêtez d'être que dans le mental. Tout à fait. Ou vous oubliez une dimension du vivant qui ne vous permet pas de comprendre la souffrance des êtres humains. Et donc c'est ça un peu ce que tu essayes de ramener. Il y a même... Donc, comme tu le dis, la psychologie a beaucoup d'atouts, mais elle risque d'enfermer les individus. Tout à fait. Et donc, pour la dispute, on voit bien qu'une compréhension que psychologique ne permettrait pas de comprendre, par exemple, pour nos deux enfants, que leur dispute n'est pas qu'intrapsychique, elle fait partie du mouvement de la vie, qu'elle participe de la nécessité de trouver leur place, et que c'est plus ample que juste... Et que justement, si je parle là d'animalité, c'est que ce qui se passe avec les enfants, surtout quand ils sont petits, mais la relation fraternelle ne cesse de se transformer tout au long de la vie. Ce qui se passe avec les enfants, justement quand ils sont petits, c'est que l'autre présente une menace existentielle, c'est-à-dire que
la véritable souffrance qui n'est pas exprimée comme ça par les enfants, mais qui s'exprime par les disputes. Donc c'est ça qui est allé comprendre et entendre. La véritable souffrance, c'est est-ce que je vais continuer à exister pour mes parents? Donc on voit bien, c'est pas du tout un problème psychologique. Pas seulement. C'est pas une névrose. Les enfants, non, c'est pas un problème. Parce que la psychologie, elle va souvent dans quelle déficience l'enfant aurait. L'enfant n'a aucune déficience. Il ne sait juste pas faire. C'est ça. Avec ce qui l'anime en tant qu'être humain. C'est ça. Et ce qui l'inquiète, est-ce que je vais continuer à exister pour mes parents? Est-ce qu'ils vont continuer à me reconnaître dans ce que je suis? Et c'est pas forcément effectivement seulement, c'est pas seulement pour aller prendre possession d'un jouet, etc. La possession d'un jouet, par exemple, quand un enfant se dispute pour un jouet, c'est une question là encore une fois, le jouet est une extension de lui. Donc, prendre ce jouet-là, c'est défendre son territoire. Donc, et défendre le territoire dans lequel je peux exister et dans lequel je peux me développer moi. Donc, si on comprend bien ce que tu veux dire, c'est je suis obligé, si je veux aider le conflit entre mes enfants, la souffrance qu'il y a en eux, de prendre en compte que leur problème vient d'une dimension existentielle fondamentale qui est légitime. Oui, sinon, tout à fait. Le nier, vouloir juste qu'il se calme, ah non, ça ne suffit pas. Ça ne marchera pas. Ça ne suffit pas et ça ne marche pas. Et au contraire, ça alimente, si tu veux. Ça veut dire que l'enfant sent qu'on ne reconnaît pas cette souffrance, j'ai envie de dire, très viscérale. Il ne se sent pas reconnu dans sa grande inquiétude et du coup, il va surenchérir. Et ça ne va pas cesser d'augmenter les querelles. Et c'est le même problème dans les relations de couple. C'est-à-dire que la dispute, vouloir juste se calmer, ça ne fonctionne pas. Non. Parce que s'il y a dispute, c'est qu'il y a quelque chose de profond qui doit être écouté en nous. Tout à fait. Alors, qu'est-ce par exemple, avec ta longue expérience et dans le livre, tu essayes de vraiment repérer ce que cachent les disputes, parce qu'au fond, c'est aussi un peu ça, le livre. C'est que cachent nos disputes. Tout à fait. Il ne faut pas trop prendre au sérieux l'explosion et ce qui est dit dans la dispute, qui cache souvent d'autres choses. Et ton livre est un extraordinaire manuel ou mode d'emploi pour voir, attention, au lieu de vouloir juste me calmer, qu'est-ce que la dispute dit au fond? Alors, quels sont les grands axes ou les grands besoins que la dispute essaye de mettre à jour? Oui, dans ce que tu dis, je crois que c'est important, et c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est que ne jamais s'arrêter à l'élément déclencheur. Un verre mal placé, un mot peut-être... Les chaussettes pas bien rangées, voilà, la cuisine pas rangée. Le tube de dentifrice pas fermé, etc. C'est sûr que c'est agaçant. Il faut aller un peu au-delà de ça. Et alors, on a travaillé sur les 6 ou 7 thèmes les plus fréquents de disputes. Alors, par exemple, il y a la question de la place, justement. Quelle place je prends, quelle place je te laisse, comme dans la fratrie, ça se rejoue. Mais c'est aussi la question de l'ordre. Donc, c'est la question du territoire. Et là, quel est aussi le territoire de l'intimité que je peux avoir. Donc, je veux dire, c'est vraiment comment coexister ensemble dans un même territoire, ou dans un territoire, en tous les cas, commun à certains moments, comment exister ensemble dans ce territoire-là. Et là, on a mis en évidence que ce qui se joue, donc on a cherché à chaque fois à montrer quels sont les enjeux profonds et davantage existentiels que psy, mais quand même existentiels. C'est finalement là aussi, il y a une part d'animalité. Le territoire, c'est mon sentiment de sécurité. Donc, je pique une crise chaque fois que mon conjoint ne range pas bien le dentifrice. Oui. Eh ben, en lisant ton livre, je comprends que c'est pas que je suis juste obsessionnel, insupportable, que je suis pas assez souple, mais derrière mon besoin que le dentifrice soit bien rangé, se cache mon besoin de sécurité. Tout à fait. Et ça peut sembler absurde de l'extérieur, mais c'est important que je comprenne que c'est ça qui se joue pour moi. J'ai besoin de sécurité, et là, c'est pas
Encore une fois, pas uniquement psychologique, mais Pas c'est du tout. fondamentalement humain, existentiel, ou comme tu dis, l'animalité en nous, c'est-à-dire le vivant en nous, Oui, fait que je ne peux exister que en sécurité. Pour c'est ça. certaines personnes, que le dentifrice soit rangé ou pas, ne change rien à leur sécurité, Exactement. mais pour d'autres, ça fait Exactement. partie de ce qui fait qu'ils peuvent se sentir Voilà. dans le minimum de sécurité qui leur permet d'explorer la vie et le Voilà. monde. Alors, à partir de ce genre d'exemple, effectivement, ce que l'on a proposé, ce que nous avons proposé dans le livre, donc justement de décoder les enjeux profonds petit à petit qui peuvent se jouer, et surtout, on a expliqué que justement pour passer de la dispute à la discussion, il y avait 3 étapes essentielles à notre sens, hein. C'est-à-dire que la première étape, c'est expliquer. Finalement, si ce dentifrice-là me gêne parce qu'il reste toujours ouvert, etc., réfléchissons, ou que je puisse réfléchir à partir de là, que je puisse réfléchir à mon sentiment intérieur de sécurité. Est-ce que il a été suffisamment construit dans mon enfance? Est-ce que je peux faire quelque chose aujourd'hui? Comment renforcer ce sentiment de sécurité intérieure? Ça, c'est la première étape de la discussion. Chacun fait un petit peu un retour sur soi pour dire, mais finalement, c'est vrai que dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a quelque chose, je tremble. D'où ça vient et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et le deuxième mouvement, c'est comprendre. Donc, moi, j'essaie d'expliquer et à mon tour, j'essaie de comprendre l'autre, hein. Donc, c'est le deuxième mouvement. Et le troisième élément de cette approche-là, c'est construire quelque chose. OK, à partir d'aujourd'hui, je t'ai compris, j'ai entendu tes blessures, beaucoup plus profondes que le simple question du dentifrice. Comment on va agir par rapport à ce tube-là? Eh bien, peut-être, et là on arrive à une notion de compromis qui est intéressante, peut-être que ton dentifrice, tu vas en avoir un pour toi et moi un pour moi, et toi tu feras ce que tu voudras, et je te laisserai tout à fait, je ne regarderai plus ton tube de dentifrice ouvert, et ne me fais plus non plus de réflexion à moi, si moi je bichonne toujours mon tube de dentifrice. C'est-à-dire qu'on arrive, l'idée de cette co-construction qui est au troisième moment de la discussion, ça nous permet effectivement les compromis qui permettent justement que les besoins des uns et les besoins des autres puissent, qui sont différents, hein, puissent quand même ne pas, j'ai envie de dire, empoisonner le quotidien. Donc C'est faire avec nos différents. On va reprendre cette méthode, parce que ça, c'est vraiment pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des problèmes de conflit. Donc, ton approche en 3 points, elle est vraiment elle est aidante, lumineuse. Donc, premier point, expliquer. Expliquer. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, la question. Alors, alors, il y a plusieurs sujets de dispute qu'on a travaillé, hein. Enfin, là, on a parlé du territoire. Après, on a travaillé, je crois, sur la question du temps. Hein, le rapport au temps, le rythme. Personne n'a le même rythme, hein. Il y en a qui sont rapides. Et le rapport au temps, il y en a qui aiment se projeter dans l'avenir, alors que d'autres, on préfère plutôt se repencher un petit peu sur le futur, sur le passé. Donc, si tu veux, le rapport au temps, c'est quelque chose aussi de profondément existentiel qui, forcément, s'exprime différemment dans le quotidien des gens. Hein. Donc, ça va faire friction. Donc, expliquer, c'est peut-être, et derrière tout cela, il y a quand même le rapport au temps, c'est la question de la finitude. Hein, comment je vois le temps évoluer, comment je vois le temps avancer, etc. Et du coup, alors là, par exemple, les oppositions, ça peut être au niveau des rythmes. Et dans ce cas-là, la première étape, expliquer. Oui, c'est ça. Ça passe par... Ça veut dire quoi? Donc, j'ai ce rapport au temps, on a cette différence de rapport au temps. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer? Ça veut dire vraiment d'aller chercher au fond de moi ce que je sens, de ne pas en rester à tu. Exactement. Mais de prendre le temps de dire voilà pourquoi c'est difficile pour moi. Voilà. Parce que si tu veux, je reviens quand même sur la question de la dispute, la dispute positive, pour qu'elle puisse améliorer la relation, c'est effectivement, on a le souci que le nous dans lequel je suis engagée, dans lequel tu et moi nous sommes engagés, aille le mieux possible. Donc, dans une dispute, ce qui est différent du conflit, on en reparlera encore, dans une dispute, j'ai le souci de faire entendre mes besoins
tout en respectant et en tentant d'améliorer le nous de cette relation. Donc l'idée, c'est que effectivement, j'essaye de et la dispute permet ça. La dispute, quand on se met en colère, on ne sait pas ce qui se passe, on a, j'ai envie de dire, tout un bouillonnement émotionnel en nous. On ne comprend pas quand la dispute explose, on ne comprend pas ce qui ne va pas en nous. Je veux dire, ça explose, on n'est pas content, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas dire sur le moment de la dispute, ce qui vraiment me chagrine, me choque, me gêne. Donc, quand dans la discussion, le premier niveau expliqué, c'est finalement qu'est-ce qui s'est passé en moi, qu'est-ce que ça éveille d'inquiétude peut-être ancienne. Est-ce que ma mère, mon père ne me donnaient pas le temps dont j'avais besoin, par exemple, ou est-ce que finalement, quand j'ai l'impression que je n'arrive pas à faire tout ce que je veux faire en une demi-heure et que je me sens pressée, que j'ai l'impression qu'il faudrait encore en faire plus, donc quand je suis gênée dans mon rythme, est-ce que c'est parce que finalement, au fond, j'ai un peu l'angoisse de cette finitude dans laquelle nous sommes engagés et qu'il faut que j'apaise ça. Donc expliquer, c'est comprendre ce qui se joue en profondeur en moi. Donc la dispute permet d'aller finalement réfléchir à ce que j'ai là et encore plus d'existentiel. Encore une fois, on est dans le niveau existentiel. Donc expliquer, c'est essayer de comprendre ce qui se passe en moi dans ce débordement de la dispute quand elle a explosé. Deuxième moment, je vais t'écouter, je ne vais pas te juger, je ne vais pas dire tu es toujours pressé ou alors tu mets 3 heures à faire quelque chose. Tu peux m'expliquer, toi, donc c'est à ton tour d'expliquer. Donc comprendre, c'est entendre la position de l'autre. Et entendre finalement, j'ai envie de dire, sa singularité. Ce qui le singularise par rapport à moi. Et donc, je suis tout oui, et je ne vais pas commencer à dire oui, mais toi, etc. Donc, le deuxième moment, j'entends, c'est moi qui reçois l'explication de l'autre. Et le troisième moment, maintenant qu'on a un peu posé les choses, qu'est-ce qu'on va en faire ? Le matin, moi, j'ai besoin de prendre mon petit-déj en 3 minutes parce que j'ai envie de prendre le temps pour me maquiller, etc. Toi, au contraire, tu as besoin de prendre du temps. Bon, demain, on prendra peut-être... donc, on met un compromis qui va nous convenir à tous les deux. Donc, le but, c'est d'arriver à vivre le mieux possible avec quelqu'un qui a des besoins différents du mien et qui ait un co-respect, finalement, de ses besoins. Donc, pour nous aussi, l'entente, bien s'entendre avec l'autre, ce n'est pas être toujours d'accord. C'est faire avec nos points de divergence. C'est faire en bonne intelligence quelque chose de très vivant, malgré nos différences, ou au-delà, ou en dépit de nos différences. C'est vraiment une approche pour surmonter la violence ordinaire. Au fond, Tout à fait. Toute ton approche de comprendre ce qui se joue dans la dispute, c'est pour dépasser la violence. Et la violence ne se cache pas là où on croit, puisque si, à t'écouter, au fond, la violence se cache beaucoup dans le fait que tu es comme ça. Quand tu prends toujours beaucoup de temps, et je dis vraiment, mais tu exagères. Là, au fond, même si c'est juste une phrase comme ça, c'est une forme de violence, puisque je nie ce que tu es, je ne reconnais pas tes besoins profonds, et donc j'exige dans notre relation, que tu sacrifies ce que tu es. Exactement. Alors que l'approche que tu proposes, d'accord, explique pourquoi tu as ce rapport au temps qui me semble tellement, pour moi, illogique, anormal. Donc ça, je mets ça de côté. Je suis prêt à écouter ce que tu me dis sur ton rapport au temps. Donc, tu expliques. Moi, j'entends, sans jugement, je te comprends. Voilà. D'accord. Et c'est à partir de là seulement que je peux créer une nouvelle relation et une nouvelle forme d'action qui va nous permettre de... Je ne vais pas te changer, je ne vais pas me changer, comme on fait à partir de là. Exactement. C'est ça. Je pense que cette démarche est intéressante dans notre contexte finalement du XXIe siècle, où que ce soit en couple, avec nos amis ou même avec nos collègues, on a besoin d'affirmer notre individualité.
ça ne pouvait pas exister, ça n'existait pas et il n'y avait pas cette exigence, je pense, quand il y avait des rôles bien définis sociétalement et où finalement il y avait le couple, la famille fonctionnait sous l'autorité du pater familias et finalement il n'y avait pas lieu de disputer. Hein, il fallait obéir et se glisser. Là, je crois qu'il faut situer ça dans notre 21e siècle, où effectivement, dans une relation à l'autre ou aux autres, on n'a pas envie de perdre notre individualité. Donc, les disputes, arriver à faire de nos disputes qui mettent en évidence les points d'achoppement, les grains de sable de la relation, donc ça les met en évidence et en même temps, ça permet justement de les dépasser. Alors, il est bien évident qu'on ne va pas discuter ces 3 points-là, on ne va pas le faire à chaque dispute. Hein, je veux dire, mais ça sera au moment où justement peut-être, quand on sent qu'il y a eu, parce qu'il y a plein de disputes qui vont passer comme ça dans la journée, et puis c'est ce qu'on appelle, on a appelé ça les disputes larvées, c'est-à-dire que des disputes, voilà, et puis finalement on passe dessus, etc. Les disputes saines, celles qui appellent ce genre de discussion et d'avancée, ce sont les disputes qui ont déjà se sont accumulées depuis un certain nombre de mois, peut-être de semaines, etc., et qui aboutissent vraiment à une souffrance qui devient explosive. Et là, il faut faire quelque chose avant d'arriver au conflit. Il y a une étape avant d'arriver au conflit. La dispute est j'ai envie de dire, le premier round avant le conflit. Et si on peut s'arrêter... Alors, les conflits sont utiles aussi, hein, mais il y a la différence... Oui, j'y vais. Oui. Quelle est la différence entre la dispute et le conflit ? La différence importante, c'est que, encore une fois, la dispute, c'est essayer de préserver le nous. On va faire ce qu'il faut, on se sent suffisamment bien encore dans cette relation, et on va faire ce qu'il faut pour travailler ensemble à bien, j'ai envie de dire, à mieux être présents l'un à l'autre, etc. Hein, mieux vivre ensemble avec ses proches, comme le titre du livre, par exemple. Donc, la dispute vise une entente au niveau du nous. Le conflit, et là aussi, je crois que l'étymologie est intéressante, parce que le conflit, c'est vraiment la lutte. Dans une dispute, on veut débattre. Dans une lutte, dans le conflit, on veut abattre. C'est-à-dire que dans le conflit, nous ne sommes plus des partenaires. L'autre est pas un ennemi, mais en tous les cas, c'est un adversaire. Et dans un conflit, on cherche à gagner sur l'autre. Il y a un perdant et un gagnant. Tout à l'heure, on a vu que l'issue d'une bonne dispute, c'est un compromis. Là, dans un conflit, c'est effectivement je veux te montrer que tu as tort et je t'attaque. Et donc, la dramatisation en passant de la dispute où je n'attaque pas l'autre, mais j'essaye d'améliorer la situation. Dans le conflit, j'attaque. Tu comprends rien, tu ne fais rien, etc., etc. Donc, j'attaque l'autre et le langage se dramatise. Et les affects se dramatisent. On commence à ne plus supporter l'autre. On commence à vraiment n'être pas loin de la haine, enfin du rejet. Donc il y a quelque chose d'une dramatisation qui est encore une fois quelquefois nécessaire. Et les enjeux... En quel sens ça peut être nécessaire ? Parce qu'à un moment donné, alors justement, si tu veux, dans les disputes, on a vu qu'il y avait des enjeux profonds existentiels, mais ça se joue sur des petits gestes, un certain nombre de comportements, j'ai envie de dire quotidiens. Familier. Dans un conflit, les occasions de conflictualiser relèvent finalement, tournent autour de croyances, de convictions, de choses beaucoup plus, de valeurs. Par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, je peux me disputer pour le dentifrice, comme on a dit tout à l'heure. Le conflit, c'est je n'ai pas les mêmes positions politiques que toi. Hein, et je voudrais te convaincre, voilà. Donc, si tu veux, dans un conflit, il y a c'est une dimension. Ce n'est pas seulement sur les comportements, hein, mais c'est vraiment sur ce qui fonde quelque part mon système de valeurs. Et donc là, j'ai besoin de montrer à l'autre que c'est moi qui ai la bonne religion, le bon parti politique, etc. Donc, le conflit nous engage sur des éléments plus structurants
j'ai envie de dire, dans notre conscience morale. Et du coup, on a plus de mal à lâcher, on a plus de mal, et du coup, à un moment donné, les conflits, je reviens dans un couple, les conflits peuvent être importants quand même et peuvent faire évoluer le couple parce que justement, ils vont permettre d'aller au-delà de la simple entente sur un certain nombre de comportements, mais au-delà, et par exemple sur l'éducation, ça se joue par exemple sur l'éducation, toutes les oppositions que l'on peut avoir en tant que parent sur l'éducation des enfants, quelquefois aboutissent à des conflits, parce qu'il y en a un qui veut être autoritaire alors que l'autre veut transmettre telle ou telle valeur, ou les valeurs ne sont pas les mêmes à transmettre. Et donc, du coup, les conflits vont être importants au niveau des parents pour définir qu'est-ce qu'il va falloir qu'on transmette ensemble à nos enfants. Donc, les conflits font intervenir des dimensions qui sont de l'ordre plutôt de l'éthique et de la morale. Donc, on a beaucoup plus de mal à lâcher ces positions-là. Et ça se joue au niveau de la parentalité, où là, ils sont nécessaires à certains moments. Et comment on fait alors? Comment on fait pour surmonter les conflits? Et bien là, alors les discussions sont encore plus profondes, c'est-à-dire que, par exemple, je suis d'accord sur il faut avoir une éducation plutôt autoritaire ou pas autoritaire, peu importe, mais pour moi, l'autorité, c'est que mon enfant doit aller se coucher à 8 heures, tandis que moi, j'estime que il peut se coucher à 9 heures, c'est pas là-dessus qu'on est opposé. Donc là, la dispute, ça va être OK, donc pour faire la différence entre la dispute, OK, la dispute, ça va être OK, on va trouver une heure de compromis pour que notre enfant se couche à l'heure qui nous semble à peu près juste. Le conflit, ça va être oui, mais toi, ton autorité, elle est trop quelque part patriarcale. C'est ton fils, tu lui dis d'aller se coucher à 8 heures, il n'a pas le droit de te dire que ça le gêne parce qu'il a un copain à appeler, etc. Tandis que moi, peut-être que j'accepte qu'il a se coucher à 8 heures, mais en même temps, je veux être plus souple parce que peut-être ce jour-là, il a besoin de rester un peu plus longtemps. Donc le conflit, ça va être qui va gagner là-dessus. Alors comment on fait? Eh bien, comment on fait Quelle est l'approche pour surmonter? Alors parce que là, je vois bien tu vois bien la différence, oui. Oui, je vois bien la différence, mais là, on est très, très, très ennuyé. Oui. Moi, Alors, deux choses. Il y en a un qui est, disons, prenant ton exemple, extrêmement autoritaire, un peu patriarcal et même un peu brutal. Oui. Et l'autre qui est un peu plus d'entente et de respect de l'enfant. Comment ils font? Donc là, ils sont dans un conflit. Comment ils font pour le dépasser? Eh ben, j'ai envie de dire, on reprend les mêmes éléments. Finalement, est-ce que c'est parce que, si tu veux, justement, cet exemple-là de parentalité est intéressant, parce qu'on sait bien que dans les oppositions que l'on peut avoir en tant que parent, c'est notre propre enfance, entre autres, qui revient, pas que. Hein. On va pas refaire de la psychologie, mais ce n'est pas que notre enfance qui revient, mais en tous les cas, elle revient. Hein. Donc, je pense que là, c'est important de dire finalement que le père très autoritaire, tu vois, on fait des choses très stéréotypées, mais pourquoi pas? Parce que ça vient aussi faire conflit dans nos représentations. Hein. Donc, le père très autoritaire peut prendre conscience que finalement, et donc là, on est à un niveau de conscience beaucoup plus élevé, peut-être même par rapport à notre enfance, peut prendre conscience que il a cette position-là. Peut-être parce que c'est une façon d'être un peu en loyauté vis-à-vis de son père, qui était vraiment le patriarche le plus absolu. Donc, en étant comme ça, lui-même ne fait pas forcément ce qui est important pour lui, mais il le fait parce que finalement, il est dans une forme de transmission, de positionnement du père. Donc, il va comprendre qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à transformer, et la femme qui est un peu plus souple, peut-être qu'elle aussi, elle va s'apercevoir que elle reproduit un schéma familial, et peut-être que, et c'est ça le but aussi, là, ce que le couple aura à faire, ce sera à co-construire leur propre, enfin, je veux dire, système quelque part de morale, de position parentale. En fait, ce que je vois de ce que tu décris, à la fois pour le conflit et la dispute plus comportementale, c'est que la vraie difficulté, c'est de réussir à sentir qu'est-ce qu'il y a derrière, à s'arrêter, à faire une pause pour arriver à
Oui. à expliquer, ce que tu appelles expliquer, c'est vraiment aller au fond, qu'est-ce qui m'anime dans ce qui est douloureux pour moi. Et c'est pas Exactement. si évident à faire. Non, Et ce n'est notre pas société évident. ne nous apprend pas beaucoup à Non, faire ça. On non, surréagit tout le temps, on n'a qu'à voir la tout à situation fait. politique du monde partout. Exactement. Les conflits, les gens, c'est très rare qu'ils soient prêts à comment faire Je suis complètement d'accord avec toi. pour réussir cette étape-là, Oui, et comment faire quand notre conjoint n'a pas du tout envie de s'arrêter. Parce que c'est expliquer, ça demande... bien sûr. dans notre société, c'est plutôt vu comme une forme de quelque chose d'accessoire ou même une faiblesse. Tout à fait. Tout à C'est un fait. peu le paradoxe. Tu C'est montres un peu le paradoxe. qu'on devient fort quand on arrive à expliquer ce qui nous arrive, mais que dans notre société, on n'est pas du tout encouragé à faire ça. Non, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, c'est pour ça que nous, il nous a semblé intéressant de comprendre comment, à travers, parce que je pense que plus on transformera un certain nombre de petits comportements qui ne nous engagent pas autant que les enjeux des conflits. On a vu qu'il y avait une progression. Plus on transformera ces espaces de vie commune en respectant la question du dentifrice, en respectant l'arbre, etc., plus on transformera donc ces petits actes quotidiens, plus profondément on transformera la qualité du vivre avec l'autre. Si tu veux, l'élimination des disputes nous a semblé vraiment quelque part très, très, très intéressante et très riche, parce que justement, sans aller faire tout le temps cette introspection nécessaire au moment des conflits, au moment des crises, on peut transformer et on peut rendre cordial le quotidien du vivre avec l'autre. Et ça, je pense que c'est important. Alors, ce qui nous manque dans notre société, on a vu que c'était important, ce qui nous manque, c'est quand même justement l'expérience du compromis. On n'aime pas les compromis. On n'aime pas les compromis parce qu'on a l'impression qu'on perd quelque chose. Alors que justement, si tu veux, et là aussi on a voulu mettre en évidence l'envers de ce négatif-là. Dans un compromis, on perd peut-être un peu de ses propres exigences, mais on gagne en pacification avec l'autre. On gagne en sérénité. Alors comment on fait? C'est vrai que moi, les expériences de l'hypnose, mon approche de l'hypnose me permet de mettre en évidence à quel point, et toi la méditation bien sûr, à quel point c'est indispensable de ce que j'appelle moi construire son assise existentielle. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, Au fond, c'est clair. Au fond, ce qu'on voit, c'est que sans cette assise, oui, on reste dans la logique. En fait, au fond, tout ton travail, mm, c'est de passer de la logique c'est moi qui ai raison ou c'est toi qui as raison à la logique comment on crée une relation. Et sans doute que exactement. si aujourd'hui il y a tant de conflits, tant de divorces, tant de ruptures, tant de souffrances Douloureuse, oui, très douloureuses, oui, c'est sans doute que on ne sait pas trouver cette assise existentielle qui permet d'entrer en relation, de pouvoir expliquer ce qui nous arrive et tout comprendre à l'autre. fait. Au fond, c'est ça. Sans C'est cette ça, assise, on ne peut pas expliquer ni exactement. comprendre, qui sont les deux premières étapes qu'on a vues. Tout à fait. Sans cette assise, on ne peut pas expliquer et comprendre, et on ne peut pas être tranquille avec l'autre. Accepter que l'autre prenne un peu de place sur mon territoire, ou accepter que justement le compromis, c'est parce que justement je me sens suffisamment en intimité avec moi-même et je me sens suffisamment tranquille avec moi et je ne me sens pas menacée par l'autre. Je crois que c'est ça qui est important, c'est travailler cette assise de manière à ce que je sois curieuse de la singularité de l'autre plutôt que je sente qu'il me menace. Et qu'est-ce qu'on peut construire? Et je veux dire, et que ce ne soit pas, au bout d'un moment, on a dit qu'il fallait expliquer, etc. Au bout d'un moment, et c'est peut-être un peu ce qu'on a vécu nous dans notre couple, comme tu le disais, qui a vécu 55 ans, dire au bout d'un moment, on n'a presque plus besoin de faire ce travail étape par étape. Au bout d'un moment, on sent que l'autre n'est pas menaçant et qu'au contraire, l'autre va me faire découvrir, même au bout de 50 ans de mariage, l'autre peut me faire découvrir une autre façon de voir, une autre façon de sentir les choses, et que l'autre m'ouvre constamment mon territoire. Et à partir de ce moment-là, donc on n'a pas forcément toujours besoin de discuter, etc. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se tisse,
J'aime bien cette notion de tissage. Il y a quelque chose qui se tisse que finalement on n'a pas mis le mot de confiance. Il y a une telle confiance aussi, encore une fois, existentielle. Je sais que l'autre ne va pas profiter de ma fragilité. Je sais que l'autre va peut-être même m'aider à construire cette confiance que je n'ai pas suffisamment en moi. Donc il y a vraiment des échanges profonds. À partir de ce moment-là, je veux dire, on a tout à gagner ensemble. Et c'est cette expérience-là, je pense, à laquelle on peut advenir quand on s'est tiré les bons fils de la relation et de la dispute de manière à justement créer et tisser cette relation. C'est vrai qu'une bonne relation, ça demande du temps. Comment je fais quand l'autre ne veut pas c'est faire ça. ce travail? Eh Et ben, pas prenons l'exemple, parce qu'on a parlé beaucoup du couple, mais au boulot, je suis en conflit avec un collègue. mhm. Et alors lui, Il veut pas. il n'est pas du tout prêt à faire cette Non, étape bien sûr. d'expliquer. Alors, oui. Il est vraiment figé dans son point de vue. Mhm. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, la question, effectivement, il y a une intelligence des contextes. Je veux dire, au travail, tu peux pas exploser, tu peux pas imposer, et finalement, j'ai envie de dire, l'entente avec nos collègues, je veux dire, elle est sur un des registres du quotidien, c'est le registre du travail, mais je pense que là, effectivement, il y a un sentiment il y a forcément un compromis. Et j'ai envie de dire, quelquefois, combien de fois je l'ai travaillé avec des patients qui souffrent au travail, et qui ne peuvent pas changer de travail, parce que c'est ça la difficulté. Quand on est dans un contexte avec des collègues, parce que au travail, souvent, ce qui permet de supporter et d'apprécier son travail, ce sont les collègues. Donc, quand on ne s'entend pas avec ses collègues, c'est quand même très douloureux. Il y a vraiment une souffrance à ce niveau-là, parce qu'il y a toujours il y a souvent des compétitions, etc. Je pense que là, si je ne peux, et en plus, si je me sens coincée, je ne peux pas changer de travail. Parce que ce que je fais, il n'y a pas beaucoup de demandes sur le marché. Donc, je pense qu'il faut effectivement prendre beaucoup sur soi, ce qui n'est pas facile, et finalement ouvrir. Alors là, on ne peut pas faire cette démarche. On est au-delà de la dispute. C'est comment côtoyer quelqu'un qui m'insupporte. C'est vraiment essayer d'avoir, alors là l'hypnose peut nous aider, d'être finalement, d'ouvrir des espaces de liberté en nous, tout en étant dans la contrainte de supporter son collègue. C'est-à-dire que, ok, mon collègue m'insupporte, mais je sais qu'au fond de moi, j'ai peut-être un espace un lac de montagne calme, et en même temps que je supporte mon collègue, je ne quitte pas mon espace de lac calme au fond de moi, qui me permet un petit peu de faire les vases communicants entre l'agacement de ce collègue-là qui pique toutes mes idées ou je ne sais quoi, et la capacité que moi, j'ai à revenir à mon assise et à mon calme intérieur. Et quand on peut, évidemment, et c'est aussi ça le but, et dans les couples, on peut revenir au couple, l'un conflit peut mettre en évidence que le couple n'a plus rien à voir ensemble et qu'il faut se séparer. Dans un couple, un conflit, et nous on a pu faire des consultations et des thérapies de couple pour aider les couples à bien se séparer. Donc un conflit qui aboutit à une rupture, ce n'est pas un mauvais conflit si la rupture est comprise par les deux parties. Au travail, on ne peut pas toujours rompre. Donc C'est effectivement, la question c'est essayer, et là l'hypnose est quand même merveilleuse, sûrement la méditation aussi, c'est essayer de garder ce calme et de rester, j'ai envie de dire, centré sur son objectif. Nous, on a, en tant que psy, si tu veux, dans mes supervisions, j'ai beaucoup de thérapeutes qui sont gênés dans leur travail de thérapeute parce que l'institution ne les aide pas. Ça arrive très souvent que les psys que je reçois soient vraiment, j'ai envie de dire, en désaccord même avec l'institution qui voudrait que les séances durent très peu de temps, etc. Je travaille constamment avec ces thérapeutes pour qu'ils puissent, dans leur espace thérapeutique, préserver leur liberté. Donc, je veux dire, le sens et redéfinir le sens de leur travail. Et le sens de leur travail, c'est aider le patient qui est en face de lui. Donc, et faire de cet espace thérapeutique un lieu qui soit coupé et séparé
Et finalement, donc c'est une reprise de liberté par rapport à des normes imposées par l'institution quand ces normes-là n'ont pas de sens. Et quand ça vient, j'ai envie de dire, entraver le travail qui est censé être le travail du thérapeute, donc dans sa relation au patient. Donc retrouver, j'ai envie de dire, je pense que là, l'important, c'est vraiment de se réaligner avec le sens de son travail. En fond, là aussi, je ne peux pas changer l'autre, mais le travail d'explication, je dois le faire avec moi-même. Tout à fait. Au fond, pour surmonter les disputes et le conflit, même si je ne peux pas entrer dans un vrai dialogue avec l'autre, je dois au moins pouvoir, avec moi-même, m'expliquer ce qui m'arrive, de comprendre pourquoi je me sens en danger, et me comprendre. Tout à fait. Et accepter que l'autre, et accepter la colère que je puisse avoir contre l'autre, que je peux avoir contre l'autre. C'est normal que je sois en colère. Il m'énerve. Mais du coup, si je l'accepte, et là c'était une démarche absolument géniale de l'hypnose, que j'ai apprise avec François Roustan, vous êtes en colère, traversez-la cette colère, tout va bien. Donc je veux dire, effectivement, accepter quelque part les mauvais sentiments qui nous traversent à nous. Ce collègue, quand je le vois, j'ai envie de le fusiller. Très bien, vous n'allez pas le faire. Donc effectivement, coller, et je crois qu'on parle de notre assise existentielle, plus on colle à même nos zones sombres en nous-mêmes, plus on colle à l'entièreté de ce que l'on est, plus on prend à la fois la passion que j'ai en tant que thérapeute de recevoir un patient, mais en même temps l'agacement que j'ai par rapport au directeur psychiatre qui veut m'imposer un certain nombre de choses avec lesquelles... Bon, tout ça, je l'accepte. À la fois ma passion et mon énervement. À la fois et à la fois que je sois fragile et du coup que je sois obligée d'aller voir un autre psy en supervision pour accepter toute cette complexité dans laquelle je pense que finalement, tu vois, la notion d'expliquer est intéressante parce que elle me met en chemin à la découverte, parce que moi j'aime bien tout ce qui nous amène à découvrir, à la découverte de ma complexité. Je suis tissée de choses, de la passion, je suis tissée d'un intérêt pour l'autre, mais dans ces fils-là, il y a aussi de l'agacement, il y a aussi peut-être de l'incapacité à accepter, je ne peux pas accepter tout le monde, il y a aussi des mauvais sentiments ou des zones d'ombre. Et les disputes me permettent, quand je fais ce retour un peu sur moi, mais c'est pas de l'introspection, c'est autre chose, c'est comment je vis, comment je me débrouille avec tout ça. Et du coup, ça me permet finalement de me voir toutes les facettes qui me construisent et de jouer avec ça. Il y a un jour où je serai peut-être plus souple, peut-être que je serai plus rigide, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous ça en même temps. Je serai plus rigide avec mon collègue, mais peut-être du coup je pourrais être plus souple avec mes enfants ou avec mes amis. Je veux dire, il faut bien imaginer que cette assise existentielle dont on parlait tout à l'heure, elle est faite, j'allais dire, sur ce pulse qui me constitue, sur cette multiplicité d'identités, de facettes. On n'a pas encore parlé de l'identité, justement. J'ai parlé plus de facettes là qui me constituent. Et du coup, si j'accepte de pouvoir être en colère, peut-être que j'apprécierai encore plus, ou je me remercierai finalement d'être plus douce avec mes enfants. Tout ça, c'est un tout. C'est un équilibre. Mon équilibre interne, finalement. Merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment un magnifique chemin que tu nous montres, un chemin de paix, de libération et de relation. Merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Surtout, abonnez-vous à ma newsletter Les 3 soleils de Fabrice, tous les lundis matins. Je vous donne 3 soleils pour illuminer votre matinée du lundi et j'espère votre semaine tout entière en vous présentant les dialogues que je poste, j'ai demandé à Fabrice, vous savez, l'autre chaîne que j'ai où je réponds à toutes vos questions, je vous présente les cours en ligne que je fais, mes inspirations du moment. J'espère que ça va vous faire beaucoup de bien et je vous dis à très vite.